Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Jeudi politique, comme tous les jeudis, 2 députés, 2 sénateurs. Ce matin, 2 députés, Elsa Faucillon, députée communiste des Hauts-de-Seine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Charles Sitzenstuhl, qui est député Renaissance du Bas-Rhin. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous tous les deux. Le président de la République, mardi soir, a beaucoup parlé de nos enfants. À travers l'école, à travers la démographie, à travers l'avenir de nos enfants. Vous le voyez comment, l'avenir de nos enfants, Elsa Faucillon ? Je suis un peu inquiète, je dois vous dire. Inquiète, après avoir écouté le président de la République, je dirais assez inquiète. Peut-être on va commencer par le projet pour l'école. Allez-y. J'ai pas tellement entendu un président de la République nous diriger vers l'avenir et vers l'émancipation, qui est pourtant un terme qu'il utilise beaucoup. J'ai plutôt entendu un président de la République qui nous parlait d'une autorité qui souhaite mettre au pas finalement la jeunesse, plutôt que de chercher à développer chez elle son esprit critique, à faire d'elle une jeunesse en capacité à la fois de vivre ensemble, mais aussi à la fois en capacité de transformer le monde à venir. Est-ce que la France a besoin d'ordre et de règles, de plus d'ordre, de plus de règles? Alors, à l'école aussi? À l'école, ce que je crois, c'est que la question de l'autorité, qui est pas un sujet tabou pour moi, la question de l'autorité, elle doit servir à l'apprentissage des savoirs. C'est-à-dire qu'elle est une pédagogie en elle-même. Elle n'est pas une fin en soi, l'autorité. L'idée, c'est pas de mettre au pas les élèves dans l'absolu. La question, c'est comment cette autorité, elle sert un projet d'émancipation, comment elle permet que la classe, pour tous les élèves, elle soit un temps d'apprentissage. Voilà en quoi l'autorité, elle est importante pour les enseignants, pas pour en faire des petits soldats. Vous n'êtes pas d'accord, j'imagine? Vous avez un autre regard? Oui, j'ai un regard différent. Bon, déjà, moi, je suis optimiste de nature, donc il faut toujours être optimiste sur l'avenir. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses en France qui vont beaucoup mieux. Je pense notamment à la situation de l'emploi. L'emploi, c'est quand même très important pour l'instant, mais attention, pour les jeunes. C'est-à-dire il y a des nuages qui s'annoncent. Oui, c'est passager, mais globalement, on est un pays où le chômage est en train de disparaître. Et ça, c'est pas le chômage de masse. Oui, voilà, le chômage de masse est en train de disparaître. Et ça offre des opportunités aussi à la jeunesse. Moi, j'ai grandi dans les années 90 et on m'a expliqué la France ne sortira jamais du chômage de masse et ça sera très compliqué quand tu arriveras sur le marché du travail de trouver un emploi. Aujourd'hui, c'est un peu le problème inverse. Ensuite, je pense que dans une société, il faut des règles. Il n'y a pas de pays sans autorité et sans ordre. L'école, elle doit servir à émanciper. Je suis totalement d'accord avec ma collègue. Mais l'émancipation, c'est aussi l'apprentissage du commun et du respect, du cadre qui nous permet de vivre en société. Et c'est ça qu'a rappelé le président de la République. Il y a en France une attente d'autorité. On doit répondre à ça. Bien. Non, mais je vous vois sourire, Elsa Faucillon. Non, mais c'est pas du tout dubitative devant ce que vient de dire votre collègue. Mais c'est pas du tout ce que j'ai entendu du président de la République, qui n'a pas cessé d'asséner des mots de la rhétorique militaire en réalité. On a parlé de l'uniforme scolaire, de réarmement démographique, tenue unique. Mais oui, mais en tout cas, c'est les termes qui ont été. C'est les termes qui ont été utilisés. On peut en parler si vous voulez de cette question de la tenue scolaire. D'abord, disons-le, c'est pas présent dans notre culture. Il y a des pays, et notamment des pays anglo-saxons en majorité, chez qui l'uniforme scolaire, la tenue scolaire, c'est une question très acceptée et très entendue dans la société. Ça existe en France aussi. Ça existe dans les territoires d'outre-mer où, pareil, ça a été tout à fait consenti et accepté. Et d'ailleurs, c'était assorti de tout un tas d'autres mesures visant à l'égalité. Je pense au transport scolaire, je pense à la question des cantines. Donc il y avait un programme autour de la tenue scolaire, pas uniquement avec l'idée que l'uniforme scolaire allait tout régler en matière d'égalité. Là, la question c'est à quoi ça sert, à part cette espèce d'élément de communication qui collerait à une idée d'aspiration à l'autorité et à l'ordre. Imaginons que les parents aspirent à ça. Vous savez qu'il y a des enquêtes qui ont été conduites. Je vais vous dire à quoi ils aspirent les parents. Je suis une maman d'élève dans un territoire très populaire. Et mon fils va à l'école de cette ville populaire depuis la rentrée. L'école publique, j'imagine. L'école publique. Depuis la rentrée. Les parents, ils sont en lutte depuis septembre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de prof devant leur élève.
Voilà la réalité des aspirations des parents d'élèves. Manque de profs dans l'école de votre fils ? Manque de profs. Il y a eu une classe de CE2 pendant 5 semaines, pas de profs. Et c'était vrai dans 11 classes de la ville, une ville de 43 000 habitants. Il y avait des CP en REP. Pendant 6 semaines, ils n'ont pas eu d'enseignants. Voilà la réalité et les inquiétudes réelles. C'est une inquiétude majeure. Bien sûr. Des parents d'élèves. Bah évidemment. Bien sûr. Mais c'est pas exactement le même sujet. Je crois qu'on parle de la même chose sur en la réalité. question du remplacement des enseignants. On sait que c'est une difficulté de l'éducation nationale actuellement. Oui. D'ailleurs, des efforts qui ont été faits, notamment par Gabriel Attal quand il était ministre. Ensuite, sur le sujet de ce qu'on appelle l'uniforme, plutôt la tenue unique, moi je pense qu'il faut expérimenter. Et le président de la République a dit qu'il va y avoir un certain nombre d'établissements, collèges, lycées, qui vont faire ce test pendant quelques années. Oui. On va voir ce que ça donne. Et c'est vrai que c'est aussi une demande. Moi, j'entends sur le terrain chez moi en Alsace beaucoup de gens qui disent pourquoi pas, c'est-à-dire dans une société où c'est un peu fracturé aujourd'hui, la société française, où on a du mal à expliquer quel est le sens collectif de la nation, d'expliquer dès le plus jeune âge à nos enfants qu'ils ne sont pas que des individus, mais qu'ils vivent aussi en collectivité, et que pour ça, il peut y avoir un t-shirt ou un polo ou une chemise unique. Moi, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. Je l'ai vu dans d'autres pays, pas que dans des pays anglo-saxons. D'ailleurs, moi, j'ai vécu en Turquie un certain nombre de temps, je l'ai vu, voilà, et que les jeunes disent, oui, ça nous permet de nous dire que nous appartenons à une famille, à un collectif. Pourquoi pas? Faisons l'expérience, on verra. C'est pas le sujet majeur de l'école. La tenue unique, ça peut être un plus ou un moins. Enfin, bon, le débat est là. C'est pas le sujet majeur. L'école est confrontée à d'autres réalités, évidemment. Et c'est vrai que Gabriel Attal, finalement, avait annoncé plus en tant que ministre de l'Éducation nationale qu'Emmanuel Macron en tant que président de la République. Mais c'est normal. À la limite, c'est normal. Bon, mais nous verrons bien, et j'attends, et vous attendez, j'imagine, Elsa Faucillon, le discours de politique générale Vous attendez à quoi, d'ailleurs, de Gabriel Attal? Vous attendez à quoi? Écoutez, j'ai l'impression que, de toute façon, le président de la République a déjà fait le travail. En fait, il est à la fois président de la République, il est Premier ministre, il est aussi ministre de l'Éducation nationale, et quelque part, il efface le discours de politique générale, qui a été programmé le 30 janvier. Là, en ce moment, par exemple, on est dans une période où on a une crise du logement majeure. Mais il y a, je continue, il y a des personnes qui meurent à la rue. Il y en a encore une cette nuit. On n'a pas de ministre du logement. Vous avez vu la galère des transports encore ce matin, mais évidemment aussi les matins précédents, et ça depuis de nombreuses années. On n'a toujours pas de ministre du transport. Ça, on a un ministre, on a un président de la République qui, de toute façon, est le Dieu suprême, qui considère que, et d'ailleurs, il a aussi cette rhétorique guerrière en permanence, et on l'a vu depuis le Covid, c'était encore vrai l'autre soir quand il a pris la parole. C'est le chef suprême, et visiblement nous n'avons rien à attendre du discours de politique générale du Premier ministre. Il est vrai, pardon, qu'il n'a pratiquement pas parlé, il n'a même pas parlé de logement. Oui, mais mardi soir. Oui, non, mais d'accord. C'est l'une des préoccupations. Non, mais je vous dis ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que il nous dit, j'écoute les Français, je suis au plus près de leurs préoccupations. Or, les préoccupations des Français, où sont-elles? Le coût de la vie, le logement, qui sont les premières préoccupations. La santé. Voilà les trois préoccupations. Je dirais le coût de la vie, la santé, le logement. Et l'école en ce moment quand même. L'école aussi. Ajoutons aussi. Non, mais l'école aussi. Mais ça vient après. Ça vient après, dans toutes les enquêtes. Et j'ai eu l'impression qu'il a survolé toutes ces questions-là. Non, mais il annonce hier qu'il va encore réduire les droits au chômage. Il n'en a pas dit un mot pendant sa prise de parole. Oui, si, il a absolument. Enfin, il a dit qu'il y aurait une loi sur l'emploi. Il l'a dit à l'Élysée. Bon. Mais il faut savoir simplement, d'un côté, on peut pas dire le président de la République parle de tout, et ensuite, quand il y a l'un ou l'autre sujet sur lequel, il va plutôt laisser le Premier ministre ou ses ministres s'exprimer, dire, en fait, il esquive les sujets. Donc, vous savez, le président de la République, c'est toujours. Il y a eu 4 morts à la rue dans la dernière semaine. Il y a eu 4 morts à la rue dans la dernière semaine. Le Premier ministre, bien entendu, lors de sa déclaration de politique générale, s'exprimera sur la santé, sur le logement, sur l'école, sur d'autres sujets. Il faut aussi qu'il laisse de l'espace à son chef du gouvernement. La France, c'est un couple exécutif. Il y a le président de la République qui est le chef, parce que c'est lui qui est élu directement par les Français. Ensuite, il y a le Premier ministre qui met en œuvre la politique, et Gabriel Attal, bien sûr, parlera de logement et de santé. J'ai bien compris que si Gabriel Attal prend la parole le 30, c'est parce qu'il attend le Conseil
constitutionnelle le 25. Ah, c'est bien la décision du Conseil constitutionnel. C'est bien ça. Qui arrive le 25. J'ai bien compris ça, me semble-t-il. Mais bon, peut-être que je me trompe. Mais il faut être honnête, sur le logement et l'hébergement d'urgence, c'est vrai qu'il y a eu des progrès. 2023, 200 000 places d'hébergement d'urgence. 2017, 93 000. C'est vrai qu'il y a eu des progrès. Mais il y a un autre problème dans le logement, l'hébergement d'urgence. C'est le nombre de clandestins. 60. Mais oui, non, mais je dis pas que c'est la faute des clandestins. Je dis que c'est une question importante. Plus de 60% des logements, des hébergements d'urgence sont occupés par des clandestins. Non, alors c'est pas. Vous avez pas les bons chiffres. Ah bon ? Non, mais en plus, les chiffres de droit au logement. Disons, j'étais avant-hier soir près de l'Assemblée. Vous savez, il y avait les militants et militantes du droit au logement qui étaient là avec des familles. Qui sont sans logement et qui dorment à la rue. Non, j'ai pas dormi là-bas. J'étais avec eux pendant la soirée. Pardon, je suis un peu dur là, mais certains députés ont dormi là-bas après être allés manger dans un restaurant voisin. Alors, j'ai pas du tout cette information-là, mais en tout cas, leur volonté était de rendre visible toutes ces personnes aujourd'hui dans le pays qui dorment à la rue. Faute de places d'hébergement d'urgence, mais je dirais faute d'un logement pérenne qui peut les accueillir. Parmi ces personnes, et c'est vrai aujourd'hui dans l'hébergement d'urgence, un nombre très important de personnes ont un travail. Oui, très importante. Des personnes qui parfois aussi, vous avez raison, sont des personnes clandestines, qui ont des enfants. Est-ce qu'on considère, pour toutes ces personnes, qu'elles aient un travail, qu'elles n'en aient pas, qu'elles soient clandestines ou qu'elles n'en aient pas, que quand vous avez un enfant de 3 ans, c'est normal qu'ils dorment à la rue? Est-ce que nous, 7e puissance économique mondiale, pays des droits de l'homme, pays dont la devise, je le rappelle, c'est la liberté et l'égalité, mais aussi la fraternité, considère que des hommes et des femmes doivent dormir à la rue? Moi, je pense que c'est insupportable et que donc, oui, il y a des politiques d'hébergement d'urgence qui sont des politiques à chaque fois au thermomètre et que nous sommes sur un gouvernement qui a, en l'état, et c'est vrai des gouvernements précédents sous Emmanuel Macron, sont ceux qui ont produit le moins de logements sociaux, alors même que nous sommes sur une crise du logement identique à l'hiver 54. Bien, 9h... identique, pas les températures. 9h46, à tout de suite. Sur la crise du logement. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Nous avons 2 invités ce matin, Elsa Faucillon, qui est députée communiste des Hauts-de-Seine, et Charles Sitzenstuhl, qui est député Renaissance du Bas-Rhin. Je prononce bien, hein? Très bien. Très bien, bon, ça va. Pourtant, je suis pas alsacien. Bon. Il est 9h50, 10h moins 10. Si je vous pose la question, quelle est la première mesure pouvoir d'achat, puisque c'est la préoccupation. Quelle est la première mesure que vous prendriez pour améliorer le pouvoir d'achat des Français? Indexation des salaires sur l'inflation. Indexation des salaires sur l'inflation. Charles, moi je répondrais qu'il y a déjà beaucoup de mesures qui ont été prises pour protéger le pouvoir d'achat pendant la crise sanitaire. Pourtant, les Français ont des difficultés à boucler les fins de mois. Moi, je veux bien que vous me disiez qu'il y a beaucoup de mesures. Pas certains Français. Vous savez quels Français? Et d'ailleurs, c'est le président de la République qui s'adresse aux classes moyennes. Classe moyenne. Non, mais je vais vous répondre. Alors, les classes moyennes, j'ai horreur de cette expression. Mais c'est quelqu'un qui gagne 2500 € par exemple par mois, net, et qui a des difficultés, ou 3000 €, qui travaille, qui a un boulot stable, mais qui à la fin du mois a des difficultés pour vivre. Bien sûr. Non, mais donc du coup, je vais vous répondre. Immédiatement, elle a été décidée, puisqu'elle a été annoncée par le président de la République, elle sera mise en œuvre dans un an. C'est qu'en 2025, nous ferons une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros sur les classes moyennes. Oui, non, mais ça c'est du concret. 2 milliards d'euros, c'est une baisse. 2 milliards d'euros, ça représentera quoi pour chaque Français? Il va falloir. Ça sera pas pour chaque Français. Chaque Français imposable dans une certaine tranche, j'imagine. Et du coup, comment vous allez embaucher des profs? Comment vous allez embaucher du personnel soignant sans ces rentrées d'impôts? Est-ce que vous allez du coup, faire en sorte de taxer plus les plus riches?
Parce que la question, elle est là. La question, elle est pas là. Enfin, c'est-à-dire que quand on fait des baisses d'impôts, il faut pouvoir dire aux gens deux choses. C'est-à-dire que moi, je suis pour qu'il y ait un impôt qui soit plus progressif, qui aille taxer plus fort les plus riches et qui fait en sorte que les personnes qui vivent et qui tentent de vivre dignement de leur travail, elles en payent un peu moins. Mais il faut qu'à la fin, les recettes, elles permettent quoi ? Elles permettent que les gens qui vont avoir un peu moins d'impôts parce qu'ils gagnent 3 000 € par mois, est-ce qu'ils vont trouver un médecin pour les soigner et qui vont pas être obligés en permanence d'aller voir le médecin en secteur 2 ? Est-ce qu'ils vont avoir des enseignants dans l'école publique et pas être obligés de scolariser leurs enfants dans l'école privée pour avoir des enseignants ? On ne pénalise pas le secteur public, c'est ce que veut dire Elsa. Tout à fait. Non, mais pas du tout. Enfin, le discours... Le discours de ma collègue est facile, sauf que l'économie ne fonctionne pas comme ça. Il est concret en tout cas. On a pendant des décennies dans notre pays matraqué ce qu'on appelle notamment avec l'ISF, les plus hauts revenus, etc. Le résultat, ça a été quoi ? Que la France a perdu en attractivité, en compétitivité, donc c'est moins d'emplois, c'est moins d'activité économique, c'est moins de croissance, et donc c'est moins de rentrée fiscale dans les caisses de l'État. Le choix qu'on a fait avec Emmanuel Macron, notamment avec la grande réforme fiscale de 2017, c'est de redonner des marges aux investisseurs. On voit les résultats. Et c'est des salariés pauvres. Le résultat, ce sont des salariés pauvres dans ce pays. On a vu les résultats qui sont qu'on a un peu baissé la fiscalité et que la croissance est meilleure et donc il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Parce que c'est comme ça que fonctionne l'économie. Et les baisses d'impôts sur les classes moyennes, elles se financeront avec l'activité et la croissance. Vous dites à ceux ou celles qui nous écoutent, on va baisser les impôts de 2 milliards d'euros. D'abord, ça ne veut rien dire pour ces personnes qui... Il faudra le cibler sur les personnes, la France de l'angle mort, comme l'a dit le président de la République. Ah oui, la France de l'angle mort. Bien sûr. Oui, c'est une réalité pour des millions de Français. Oui, c'est une réalité. Mais ça fait des années que j'entends ça. Que j'entends qu'on va prendre soin de la France de l'angle mort. Jean-Jacques Bourdin, on a commencé à le faire depuis 7 ans. Je rappelle que nous avons supprimé la taxe d'habitation. C'était un impôt très lourd qui pesait sur des millions de Français. Je me souviens. Nous avons supprimé la redevance télé il y a un an, qui là aussi, c'était 130 €, mais c'était beaucoup d'argent pour beaucoup de personnes. Que nous avons également revu une partie du barème de l'impôt sur le revenu, et ça, c'est de l'argent qui a été rendu à la classe moyenne. Mais pardon, bouclier énergétique, l'année dernière, ça a coûté très cher. Bien sûr. Entre 40 et 50 milliards d'euros. Bien sûr. Vous allez récupérer une partie de cet argent en augmentant les taxes. Il faut l'assumer, hein. Enfin, le gouvernement s'exprimera, mais il faut rappeler quand même, parce qu'on évolue dans un marché européen, que nous avons l'électricité, l'une des électricités les moins chères d'Europe et les plus compétitives d'Europe, et que pendant les 3 années de crise, Covid, inflation, Ukraine, nous avons massivement amorti le coût de l'inflation, et nous avons été l'un des grands pays d'Europe qui a le plus protégé les Français. Il faut le rappeler. Je suis persuadée que vos auditeurs sont absolument sensibles à ce discours, eux qui galèrent tant aujourd'hui dans leur vie pour se nourrir, pour se loger, pour mettre de l'essence dans leur voiture ou pour prendre les transports. Je vous écoute et je m'imagine à leur place devant les difficultés grandissantes qu'ils subissent. Dans l'entourage des familles, tout le monde sait qu'il y en a plusieurs qui ont des difficultés à se nourrir. Le résultat de votre politique, c'est qu'aujourd'hui, il y a 10 millions de Français qui ont besoin de l'aide alimentaire pour se nourrir. Le résultat de votre politique, c'est un accroissement, et c'est pas moi qui le dis, ce sont aussi des économistes, des experts, c'est un accroissement des inégalités. C'est faux, mais ce n'est pas vrai. Les travaux de Thomas Piketty notamment ont été remis en cause par de grands économistes, on en parle pas assez d'ailleurs, Jean-Jacques Bourdin. Allez simplement, ce n'est pas vrai, madame allez simplement voir les associations, l'augmentation du nombre de personnes qui a besoin de l'aide alimentaire pour vivre. Regardez le classement que vous émettez, ce classement PISA sur l'école, qui dit aujourd'hui que la France a énormément de mal à accompagner les élèves des classes populaires. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que... Ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir. 7 ans que vous êtes au pouvoir. Essayez d'être en responsabilité, monsieur. C'est votre responsabilité. Au bout de 7 ans au pouvoir, on peut mesurer les effets des politiques. Et les choix politiques, vous le savez, ce sont des choix sur la vie
des personnes et ils le vivent très très concrètement, les effets de vos politiques. Charles Sindentou, vous voulez répondre à ce qui vient d'être dit? Oui, non, mais on peut dresser un tableau noir misérabiliste de la France. Moi, les 10 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire. Pardon, Madame Faucillon, je suis un élu de terrain comme vous. Je suis élu de la France, des sous-préfectures, dans les villes moyennes, les villages, en Centre-Alsace. Je connais la réalité de la France autant que vous la connaissez. Il y a un certain nombre de Français pour lesquels c'est très difficile. Je le sais. Il y a aussi beaucoup de Français pour lesquels les choses vont beaucoup mieux parce que le chômage baisse, parce que nous les avons protégés lors de la crise de l'inflation et de la crise du Covid. Il y a des millions de Français qui travaillent, qui gagnent leur vie en travaillant et qui sont redevables aussi des efforts qui ont été faits par Emmanuel Macron, et ce n'est pas pour rien qu'il a été réélu. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent... On pourrait discuter des heures, ça serait passionnant d'ailleurs, et évoquer de nombreux sujets, mais le temps presse. Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent les journalistes Nicolas Briançon et Julien De Groot en promotion pour le film Les Indociles. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.